Mais Vincent, pourquoi tu prépares tes affaires de ski? Écoute, mes patients sont formels, leurs articulations leur disent qu'il va neiger demain. Bonjour, Ou bonsoir? bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Très souvent, nos patients attribuent l'aggravation de leurs symptômes au changement de temps. Quelle est la part de vérité dans cette affirmation, reprise régulièrement par les médias? Marie a sorti sa pelle pour tenter de mettre au jour pour nous une vérité scientifique sur ce sujet. Bienvenue dans ce nouvel épisode, le baromètre du lapin, douleur et météo. Bonjour Vincent. Bonjour Marie. Alors effectivement, aujourd'hui j'ai sorti la pelle. J'ai cherché via un moteur de recherche scientifique ce que je pouvais trouver uniquement en langue anglaise. J'ai essayé d'aller chercher assez loin dans le temps pour avoir une idée de ce qui se faisait et de ce qui se disait à l'époque. J'ai sélectionné 17 articles qui ont été écrits entre 1929 et 2019. Il y en a 13 d'entre eux qui explorent ou qui essayent d'explorer scientifiquement le lien entre la douleur, les variations de la douleur et les variations du temps, donc la météo. Dans différentes populations, on a des articles qui s'intéressent aux maladies rhumatismales, notamment la polyarthrite rhumatoïde ou les spondylarthrites ankylosantes. On a aussi des études qui s'intéressent à l'arthrose, à des pathologies douloureuses chroniques, notamment la fibromyalgie. On a une étude qui s'intéresse au bien-être, toute population confondue, et on a une étude spécifiquement sur l'arthrose de hanche, 2 sur les lombalgies et une sur les traumatismes orthopédiques. Donc, on a quand même un éventail de pathologies qui est assez large, avec certaines qui se recoupent. Oui. Ça va être compliqué d'établir déjà un fait scientifique à partir de ça, j'ai l'impression. Moi, j'ai voulu aller voir ce qui se disait justement sur différentes pathologies pour avoir une idée globale des pathologies dites qui font mal, en fait. D'accord. Tu dis que tu as orienté ta recherche uniquement sur les publications en anglais. Est-ce que tu es allé voir ce qui se disait en français? Non. C'est vrai que, voilà, un de mes biais à moi, c'est que je cherche uniquement ce qui se dit en anglais sur les moteurs de recherche scientifique. J'ai cherché en français, mais dans la presse, je dirais tout public. Ok. Dans ces 17 articles, il y en a 6 qui discutent des croyances des patients à propos de l'impact de la météo sur leur douleur. Et ça, on en parlera aussi parce que c'est intéressant de voir la différence entre ce que les patients rapportent et ce que la science essaye de démontrer. Et puis, il y a une revue systématique accompagnée d'une méta-analyse qui date de 2011 et qui est peut-être l'article le plus solide que j'ai trouvé. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser à ce que disent ces articles de l'influence du temps sur la douleur. Alors ce qui est surprenant, c'est que l'hypothèse sur le lien et la façon dont le temps pourrait influencer la douleur n'est pas très claire. L'hypothèse principale qui est rappelée très régulièrement de façon assez similaire, c'est que potentiellement on imagine que le changement de pression atmosphérique modifierait en fait la réaction des tissus mous qui pourraient se contracter ou s'expandre et donc générer une douleur, ou augmenterait l'excitabilité des transmetteurs et du système de perception et de transmission de la douleur. Ça, c'est quelque chose qui est cité, mais il n'y a aucune preuve qui est mise en avant. Je crois qu'il y a une étude sur les rats, et j'aurais pas la référence. Ah, c'est intéressant. Et moi, j'avais comme hypothèse, qui m'a été transmise, la variation de pression des gaz dissous à l'intérieur du liquide articulaire. On n'a pas tous la même hypothèse qui nous a été présentée en plus. Celle-ci, elle a peut-être été citée dans un ou deux des 17 articles, alors que l'autre, elle a été citée un peu plus souvent. Je les ai lus chronologiquement, et j'ai même vu un extrait d'un article de 1872 qui commençait en disant « On sait depuis Hippocrate que certains temps sont associés à certaines maladies ». Et en fait, je me suis dit, Ça bon, commence. J'adore quoi cette phrase. J'ai pas la phrase exacte. Il parle pas uniquement de douleur, il parle vraiment de temps qui sont propices aux maladies. Et en fait, je me suis dit, ah super, du coup, on va essayer de trouver une réponse à cette question. Et en fait, cette citation-là d'Hippocrate, si j'en parle, c'est parce qu'elle est citée pendant une éternité, c'est-à-dire qu'on retrouve encore en 2014, en 2016, des articles qui commencent par dire « On dit depuis Hippocrate que le temps joue sur les maladies, la plupart du temps c'est réduit à le temps joue sur la douleur, mais nous n'avons toujours pas réussi à le prouver. » Je pense que Hippocrate, si on le recherche sur PubMed, il doit avoir un index H en béton. Un chercheur, il a une espèce de valeur, son index H, qui dépend à la fois du nombre de publications qu'il a fait, qu'il a signé, et le nombre de fois que ces publications sont reprises par d'autres auteurs.
La revue gérée par Hippocrate à l'époque doit toujours avoir un impact factor énorme Oui, en oui. médecine. Oui, là, on est au moins à 7 ou 8 articles sur 17, si ce n'est plus. Ouais. C'est con, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en congrès de médecine. Il nous manque. Il nous manque, voilà. Alors Marie, est-ce que tu peux nous donner ces résultats? Oui, je vais différencier les résultats avant et après 2011, tout simplement parce qu'en 2011, on a cette fameuse revue systématique et méta-analyse qui fait le point de tout ce qui s'est dit avant. Avant 2011, il faut savoir qu'on a des réponses et des résultats qui sont rarement fortement significatifs et des effets qui sont relativement minimes dans des études qui sont de pas très bonne qualité. En gros, en 1990, par exemple, on va trouver un petit effet de la pluie qui augmenterait la douleur sur l'arthrose, mais pas sur d'autres pathologies rhumatismales. On va trouver en 2003 une petite augmentation de la douleur chez les femmes qui ont de l'arthrose des mains quand le baromètre augmente sur plusieurs jours. On va trouver en 2009 la météo qui pourrait changer la douleur dans les polyarthrites rhumatoïdes à hauteur de 1%, 2 à 15% sur l'arthrose, mais dans un tout petit échantillon, donc c'est difficile de valider ça. En 2009, on a une étude qui va aller s'intéresser à des facteurs de temps très nombreux, et notamment les flux radiosolaires, le nombre de taches solaires, l'index UV, le point de rosée, mais qui va avoir du mal à mettre en avant un petit effet statistiquement significatif sur la douleur. En 2010, on va trouver une étude qui va nous dire qu'il n'y a aucune association entre la pluie, la pression atmosphérique et la douleur, mais que par contre, au-delà de 6 heures de soleil par jour, on va trouver une douleur plus faible. De peu, mais plus faible. Et du coup, ça, c'est ce qui se passe avant 2011 jusqu'à une revue systématique qui, en plus d'une revue, est complétée d'une méta-analyse et qui va montrer que dans tous les articles présents, il n'y a pas de solidité scientifique permettant d'affirmer qu'il y ait un lien entre aucun des facteurs de temps étudiés et la douleur. Dans cette revue, il a réussi à inclure quelle quantité d'articles? 9 études qui regroupent 492 patients. L'objectif était d'avoir de 1 à 4 observations par jour pendant minimum 1 an. Les pathologies en question n'ont pas été très bien définies et il précise que les articles sont d'assez mauvaise qualité. J'imagine déjà la difficulté de ne pas pouvoir établir, avoir un groupe placebo ou groupe témoin. Déjà, c'est quand même un énorme biais. Après 2011, on a une étude de 2012 qui retrouve un effet positif des températures basses sur une période entre mai et août et un effet plutôt négatif des températures hautes, ce qui est assez potentiellement surprenant par rapport à ce qu'on peut entendre habituellement. Oui. En 2013, on va trouver que 1 heure de soleil diminuerait la douleur de 0,005. 1 heure de soleil en plus. Ouais. Que 1 degré de plus augmenterait la fatigue de 0,01. 1% d'humidité diminuerait la fatigue de 0,004. Oui, t'es surpris, hein? Ouais. Et que le problème, c'est que quand le temps change, il y a un tiers des patients qui vont mieux et il y a un tiers des patients qui va moins bien. Dans quelle proportion est-ce que les patients vont mieux ou moins bien? Quelle est la taille de l'effet? Très faible. D'accord. En 2014, sur 5 pays européens différents, on va trouver une douleur qui va être plus forte, statistiquement dans les climats chauds, et plutôt dans les climats chauds et secs. C'est-à-dire qu'on va trouver des patients globalement en Espagne et en Italie qui seront plus douloureux que des patients en Suède. On reste dans des proportions similaires par rapport au lien entre la douleur et la météo ensuite. On va trouver en 2014 que sur les arthroses de hanche, 10% d'humidité en plus, c'est 1% de douleur en plus. Et, aussi surprenant que ça puisse paraître, 10 mm de pluie tombée dans les 2 jours qui précèdent, c'est 2% de fonction en plus. Alors je rappelle, on est sur statistiquement des choses qui sont pas très significatives, avec des tailles d'effets minimes, c'est-à-dire que la variabilité sur la douleur. Cliniquement, c'est pas forcément perceptible. 1% sur la douleur, c'est comme tout à l'heure, 0,005. Est-ce qu'on peut l'identifier, sachant que l'évaluation de la douleur, c'est quelque chose de très subjectif? On pourrait se demander à partir de quand est-ce que le patient perçoit une variation dans le niveau de la douleur? Est-ce qu'on peut parler de pertinence quand on parle de 0,005 changement dans la douleur? Je suis pas sûre. Après, c'est très probablement une moyenne ou une médiane, et peut-être que certains patients y sont beaucoup plus sensibles et que d'autres ne le sont pas du tout. C'est ça. Et après, pareil, 2014-2016, on trouve des effets minimes, mais vraiment minimes, du vent, des rafales, plutôt des températures hautes.
Dans la dernière étude de 2019, il précise que si on met la pire configuration de temps possible tout au long du relevé, eh bien, on a un risque d'avoir très légèrement plus mal qui est présent chez un patient sur 5. D'accord. On est bien clair que à chaque fois, ils évaluent l'effet d'un changement de temps. Bah non, ce serait trop facile. Ou est-ce qu'ils évaluent, aujourd'hui, il fait un temps pourri, quelle est l'intensité de votre douleur, et puis on se revoit une semaine plus tard où il fait beau, et ils évaluent la douleur, et ils font la différence entre les deux. Alors ça, du coup, je vais t'en parler dans les biais dont on va parler maintenant, si tu es d'accord. Non. Les résultats de ces études-là, ce qui est important à considérer, c'est que c'est des études d'assez faible qualité. Il y a parfois beaucoup de gens qui sont inclus dans l'étude, mais pas toujours. Et il y a surtout beaucoup de biais. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie des études, même si certaines ont essayé de faire un peu de leur, où c'est pas en aveugle. C'est-à-dire que les gens savent que globalement, on va chercher à savoir comment joue le temps sur leur douleur. Celles où c'est pas le cas, c'est des études où en fait ils ont récupéré les données d'autres études, donc les déclarations de douleur de gens sur des périodes données totalement indépendamment du temps et où ils les ont confrontées avec les données des centres météo. La plupart du temps, ils n'ont pas accès aux heures de déclaration de la douleur. Donc en fait, ils corrèlent le jour où il fait moche avec le jour de la déclaration et ils regardent qui a dit quoi et est-ce que les jours où il fait moins beau, les gens ont plus mal. D'accord, ce qui est un joli biais, hein. Oui, c'est ça. Par rapport à la chronologie de la douleur au cours d'une journée, qui est quand même plutôt variable chez beaucoup de patients. Dans la plupart des cas, ils ne relèvent pas les autres causes. Il y a une étude, par exemple, où les patients suivent une activité physique. Et en fait, ils n'ont pas du tout évalué l'impact de l'activité physique sur la douleur. Ils savent pas toujours si les patients prennent des antalgiques. Et alors, il y en a qui vont dire dans les limites que c'est pas pareil si tu étudies des patients venant de climats qui sont assez différents. Par exemple, si tu prends que des patients au Royaume-Uni, tu pourrais imaginer que tu ne couvres pas la population entière. Et puis un dernier biais qu'on voit un peu de temps en temps, moi je commence à voir ces études dans lesquelles ils savent où ils veulent vous emmener, entre ce qui est dit dans l'abstract, ce qui est dit dans la conclusion et ce qui finalement est dit dans le corps de texte. Les résultats qui ont l'air très clairs au sommet le sont pas tant que ça à l'intérieur et les biais sont relativement nombreux dans on sait ce qu'on veut trouver et on va faire le nécessaire pour le trouver. Donc en fait, si on résume bien, on a cherché à peu près tous les facteurs pouvant être associés à la météo, allant du plus évident, la pression, l'humidité, au moins évident, je pense notamment au nombre de taches solaires. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a des données qui sont assez inattendues, puisque l'augmentation de la température favoriserait également l'augmentation de la douleur perçue, et que par exemple, l'augmentation de l'humidité serait associée à une augmentation des douleurs, mais une diminution de la fatigue. Donc oui, des résultats qui sont contradictoires pour certains, avec des réponses qui vont pas dans le même sens, des résultats un peu inattendus, pour moi en tout cas, peut-être pour toi Vincent, et puis dans tous les cas, tous les chiffres que je vous ai cités là, qui sont malheureusement issus d'études trop biaisées pour être réellement utilisées en l'état. Et puis, avec souvent, quand statistiquement c'est significatif, une taille d'effet qui est vraiment minime, c'est-à-dire une modification qui, sur l'échelle de la douleur de 0 à 10, pourrait s'apparenter à 0,01, ce qui est difficilement quantifiable pour le patient. Si ces effets sont minimes et avec une grande variété de manifestations chez les patients, est-ce que derrière tout ça, on n'aurait pas des croyances qui se manifestent ? Justement. On en parle depuis des lustres. Ce qui est paradoxal, c'est que ce qui remonte par rapport aux croyances des patients sur leur sensibilité au temps, ce sont des chiffres qui sont sans appel. On a 6 études qui vont en fait évaluer les croyances des patients par rapport à l'influence du temps sur leur douleur, et on va arriver à des pourcentages qui sont très importants. Donc là, on est entre 1995 et 2014, où 68% des patients interrogés estiment que le changement de temps est un facteur de douleur. Et pour 60% d'entre eux, c'est le froid, l'humidité pour 72% d'entre eux qui fait mal, alors qu'on l'a vu dans les quelques rares résultats qu'on a réussi à obtenir au-dessus. On avait plutôt un temps chaud qui favorisait la douleur. Ensuite, on va aller à 74%, 94% des patients dans une population atteinte de pathologie rhumatismale qui se disent sensibles au temps. On a 80% de patients douloureux chroniques qui vont citer le temps comme facteur modifiant la douleur en deuxième position. Donc ça a une place extrêmement prépondérante. On va avoir une population de patients atteints de fibromyalgie qui va citer pour 92% d'entre eux le temps comme un facteur de douleur.
Et puis, on va avoir dans la dernière étude de 2014, 65% de gens qui vont se déclarer sensibles au temps, et dont 40% d'entre eux à l'humidité et la pluie, 30% au climat froid contre 4% au climat chaud. On n'est pas tout à fait dans les mêmes proportions que par rapport aux résultats sur le lien entre la douleur et la météo. Par contre, c'est sans appel, la plupart des patients interrogés dans toutes ces études, et ils sont nombreux, pensent que leurs douleurs sont influencées par le temps. Après, c'est des questionnaires qui sont quand même vachement orientés. D'accord. Sans mettre en avant d'autres facteurs qui pourraient être... Si, c'est ce dont on va parler après. Oh, mais quelle transition! Oui. Alors, parce que du coup, si on a autant de patients qui pensent que le temps influence leur douleur et que aujourd'hui, en 2019, on n'arrive toujours pas à trouver une explication sur comment ça peut jouer et surtout montrer que la douleur est modifiée par le temps. Bon, malheureusement, visiblement, on n'a pas trouvé la façon méthodologique suffisamment solide pour le faire et du coup pour l'affirmer, du coup c'est qu'il faut qu'on trouve d'autres hypothèses. Pourquoi est-ce que les patients pensent que le temps joue sur la douleur? Et là, il y a deux hypothèses principales qui ont été explorées dans les articles dont je vous ai déjà parlé. Il y a une première hypothèse qui est appelée la mauvaise attribution cognitive. C'est-à-dire que le temps, en fait, c'est un facteur dominant. C'est quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qui est là. Et on en parle tout le temps d'ailleurs. On parle tout le temps de l'effet du temps et de la météo sur la douleur. Et du coup, les autres facteurs dont on parlera tout à l'heure, comme les activités physiques et les facteurs de stress, sont moins considérés par le patient. Ils deviennent moins visibles en soi. Le temps, c'est un facteur qui est évident. Et on va suspecter que du coup, comme le lien est fait, le patient va nécessairement prêter plus attention à la douleur les jours de pluie que les jours sans pluie, puisqu'il a associé la pluie avec la douleur. Dans l'étude de 1995, par exemple, on sait que les patients qui sont plus jeunes et à qui on a dit que l'arthrose leur faisait mal sont des patients qui vont être et se déclarer plus sensibles au changement de temps, par exemple. Un jeune patient à qui on dit voilà, vous avez de l'arthrose de genou, même si le soignant fait pas le lien à ce moment-là, a priori, il va faire partie des gens qui seront plus sensibles ensuite. Donc il y a un auteur qui parle très bien de cette mauvaise attribution cognitive, c'est Bossema en 2013. Il dit les humains se comportent comme des scientifiques en employant des constructions personnelles pour comprendre ce qu'ils observent. Comme le temps est toujours visible et change régulièrement, à l'instar de leurs symptômes, c'est facile d'associer les deux et c'est difficile de les dissocier ensuite. Et il rappelle que c'est d'autant plus difficile de les dissocier quand c'est nourri et entretenu par des facteurs sociaux qui sont forts, à savoir les réseaux sociaux, les contacts avec les proches, les échanges avec une partie des soignants qui valident ce type de discours. Que effectivement, oui, la météo joue sur la douleur, ou que des gens comme toi et moi qui sommes un peu sceptiques, on n'a pas les arguments pour répondre pourquoi ça joue ou pas. Il y a une étude sur les traumatismes orthopédiques qui trouve qu'à 1 an, il y a un tout petit effet en fait du temps et notamment de la pression sur la douleur de ces patients, et qui dit qu'en fait au début, après un traumatisme, les effets du temps sont peut-être cachés par des stimuli douloureux plus importants. Qu'à 1 an, on a une corrélation très faible avec une pression basse, une augmentation de la température et une augmentation de l'humidité, et que ça permettrait de valider le discours des chirurgiens qui devraient dire à leurs patients que c'est normal, c'est le temps, pour éviter les dégâts de la peur et du catastrophisme. Ah, c'est intéressant comme point de vue. Oui, hein. Et c'est peut-être pour moi là, à ce moment-là, déjà une forme de mauvaise attribution cognitive. Tout à fait. Est-ce que c'est pas aussi lié à la répartition temporelle des accidents au cours de l'année, qui serait peut-être plus fréquent à une certaine période, et que certaines phases de la cicatrisation et de la récupération se trouveraient concomitantes avec des périodes où la météo est également changeante? Il y a quand même un suivi qui est assez long, jusqu'à 60 mois sur 850 patients uniques, et c'est étalé quand même sur toute l'année. D'accord. Mais imagine que la traumatologie soit un peu plus importante, mettons en juillet-août. Ce qui t'amène en phase de récupération pendant l'automne. Moi, en automne, j'ai une baisse globale d'énergie. Je pense que si j'étais blessé, j'aurais plus facilement des douleurs et peut-être que je serais tenté d'attribuer la variation de ces douleurs au changement de météo.
Les rares études qui ont questionné les saisons n'ont pas trouvé de grande différence. Après, là, je crois que dans cette étude, c'était étalé quand même sur toutes les périodes de l'année. Pourquoi est-ce que tu es toujours fatigué en automne? Est-ce que c'est l'automne? Ou est-ce que c'est la rentrée? Est-ce que c'est les fêtes? Est-ce que c'est les impôts? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne peux pas te dire que c'est l'automne plus qu'autre chose. C'est que, justement, la mauvaise attribution cognitive, c'est de dire, bah voilà, je suis pas bien tous les ans à la même période. Et à l'automne, tout le monde dit qu'on va vers les jours sombres. Et c'est ça aussi l'entraînement des réseaux sociaux et du social et de l'échange avec les autres. Depuis qu'Hippocrate en parle, on n'arrive pas à aller au bout de cette question-là et à trouver des données scientifiques solides pour dire oui ou non. Ça continue à être étudié et ça continue à être questionné. Et alors, par contre, moi, ce que je trouve très important à dire par rapport à ça, c'est que dans une étude de 2014, où 65% des patients se sont déclarés sensibles à la météo, et ben ils ont réussi à montrer que être sensible à la météo, c'était un facteur qui augmentait la douleur d'1 point à l'EVA. Donc là, on parle d'1 point sur 10 en moyenne. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus important. Et là, ce qui est ennuyeux, c'est que on ne sait pas si le temps joue ou non, mais on sait que les patients qui se sentent sensibles au temps sont des patients qui vont être globalement plus douloureux. Est-ce que on a une information par rapport à leur auto-efficacité également? Si les gens ressentent une douleur qui change au moment où le temps change, ça peut potentiellement aussi être parce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent changer à ce moment-là et qui justement ne sont pas vus. Et dans ces facteurs-là, l'auto-efficacité, on va en parler. Dans les études dont on a parlé jusque-là, depuis 2009, on s'intéresse à l'impact de l'humeur et de facteurs comme le sommeil, le stress et l'anxiété et justement la météosensibilité sur la douleur. Dès 2009, on trouve une corrélation plus forte entre l'activité, la dépression et la douleur que le temps. C'est une étude dans laquelle on a regardé à la fois le temps qu'ils faisaient au moment où les gens ont déclaré à quel point ils avaient mal, mais aussi qu'est-ce qu'ils avaient fait comme activité et quelle était leur humeur à ce moment-là. Dans l'étude qui parlait de 6 heures de soleil par jour qui permettrait de diminuer très légèrement la douleur, ils ont quand même par contre trouvé qu'un mauvais sommeil la veille augmentait le risque de douleur diffuse, le multipliait même par 6, et que l'absence d'exercice et le sentiment d'ennui étaient tous les deux des vecteurs de douleur. Et que finalement, statistiquement, les jours où il y avait plus de 6 heures de soleil, les gens faisaient plus d'exercice, dormaient mieux et s'ennuyaient moins. Ouais. Et donc c'est là où on pourrait imaginer que le temps modifie certains comportements qui eux-mêmes modifient la douleur. Il y a une étude très intéressante sur le bien-être en 2012 de Connolly qui dit « Les jours de pluie, les gens passent en moyenne 30 minutes de plus au travail. » Je sais pas si tu savais. Non. Est-ce qu'ils restent derrière la porte de l'immeuble en attendant que la pluie se calme? Non, en fait, ils travaillent plus longtemps. D'accord. On retrouve quand même chez les gens qui sont sensibles au temps plus de problèmes de sommeil, plus de troubles de l'humeur. On retrouve en 2014 une douleur d'arthrose qui augmente fortement avec les événements anxieux ou les troubles émotionnels, beaucoup plus en tout cas que quand on mesure par rapport au temps. Il y a un truc très intéressant, c'est que en fait, d'un patient à un autre, on va pas avoir les mêmes résultats. Il y a une variabilité individuelle en fonction du temps. Il y a des patients qui vont être améliorés par un certain temps et d'autres par un autre. Donc c'est ce qui rend encore plus difficile le fait de prouver ce lien. Et puis globalement, dans 2 études, il y a une histoire de jours. C'est-à-dire que les jours de la semaine ont été analysés et que l'effet des jours de la semaine, il est presque aussi fort que le temps, voire plus. Et que par exemple, les gens ont plus mal lundi, mardi, vendredi que le dimanche. D'accord. On serait sur le même phénomène que la voiture assemblée le lundi qui aura plus de défauts que celle qui est assemblée les autres jours. Ah, c'est possible. Je connaissais pas ce phénomène. Alors, c'est pas une grosse augmentation, mais c'est une augmentation qui est quand même plus importante que le changement de temps lui-même. Mais peut-être parce qu'il fait plus souvent beau le dimanche. Et oui, en 2019, il rappelait encore que l'humeur était fortement liée aux événements douloureux et que les jours de la semaine étaient plus liés à des changements de douleur que l'humidité et la température.
Donc en fait, potentiellement, en même temps que les changements de temps, il y a d'autres choses qui peuvent changer. Il y a le sommeil qui peut varier, ça on connaît le pouvoir du sommeil sur la douleur. Il y a l'humeur, les événements stressants, les soucis qui occasionnent une charge émotionnelle importante, donc qui vont jouer sur la douleur et qu'on va pas forcément voir quand on est focalisé sur le temps. Et sur cette question de la météosensibilité, donc les gens qui se déclarent et donc qui perçoivent une augmentation de leur douleur, il y a une étude qui est vraiment importante, c'est celle de Timmermans en 2014, qui va être sur 5 pays européens différents, qui va analyser en fait la douleur vécue par les patients, ceux qui se déclarent sensibles et ceux qui se déclarent pas sensibles au temps. Ce qu'on va trouver à ce moment-là, c'est que ceux qui sont sensibles au temps, ils vont ressentir une douleur globalement plus importante que les autres, jusqu'à 1 point sur l'échelle visuelle analogique. C'est plus fort et c'est plus marqué dans les climats chauds et secs. Et c'est surtout que les facteurs qui vont créer cette météosensibilité, c'est le sexe de la personne, son niveau d'éducation, son auto-efficacité perçue, l'humeur et la consommation dentalgique. C'est-à-dire que si tu es une femme, si tu as une éducation moyenne ou basse, et surtout si tu as une petite auto-efficacité, donc une perception de ta capacité à gérer la douleur qui est basse, eh bien tu risques de te trouver plus sensible au temps, et tu risques du coup, de fait, d'avoir plus mal. Moi, ça m'a un peu perturbée parce que je me dis que ce caractère de météosensibilité, s'il est développé par des croyances qu'on entretient et qu'on ne remet pas en question et qu'il entraîne un risque de souffrir plus, surtout, évidemment, forcément pour les femmes, surtout pour les femmes qui sont un petit peu maintenues parfois dans l'idée qu'elles ne sont pas capables d'eux, eh bien ça veut dire que quelque part on participe à l'entretien de ces phénomènes douloureux, et ça, c'est quelque chose qui me pose vraiment problème. Et donc, c'est un argument pour ne plus valider cette hypothèse lorsque nos patients nous la proposent. C'est ça. Je pense que je ne validerai plus l'idée que le temps joue sur la douleur. Je l'ai pas beaucoup fait, et que par contre, je les amènerai d'autant plus à se poser des questions sur l'activité qu'ils ont dans ces conditions-là, le plaisir qu'ils ressentent dans ces périodes-là. Et c'est vrai que j'insisterai peut-être sur le fait que les rares preuves qu'on trouve, qui sont de faible qualité, elles nous amènent plutôt vers des résultats surprenants, notamment vers des chaleurs fortes qui pourraient augmenter la douleur, plus que des temps froids finalement. Oui, tout à fait. Ça fait déjà un peu de temps que je ne valide plus l'hypothèse du lien entre l'augmentation des douleurs et la météo avec les patients, en abordant le fait qu'il y a plein d'autres choses qui sont modifiées par la météo, et notamment notre humeur, notre état d'éveil, notre état de fatigue, et qu'il est plus probable que ce soit ces facteurs-là qui aient un impact sur notre ressenti de la douleur que le changement lui-même de météo. Que ce serait donc une conséquence indirecte et non directe comme le voudrait la croyance. Et j'aime faire une référence à Men in Black 2 où à un moment une des protagonistes dit que tout le monde est triste quand il pleut, et où Tommy Lee Jones lui répond que non, il pleut parce que vous êtes triste. Tes patients réagissent comment ? Eh ben en général ça les fait rire. Et moi, je vais garder maintenant une petite vigilance face aux patients justement qui disent être sensibles au temps. Oui. Ça peut être un élément d'alerte pour, par exemple, leur proposer un inventaire de la sensibilisation centrale ou d'autres questionnaires liés à la douleur chronique qui permettraient de mettre en évidence un dérèglement du système de la douleur ou une plus grande sensibilité de celui-ci. Oui, et en tout cas un facteur de risque de développer et d'entretenir des douleurs sur le long terme, parce que probablement cette conviction, elle entretient une certaine, un certain fatalisme. Si tu es convaincu que ta douleur, elle va changer avec le temps, moi, c'est ce que je vois de temps en temps en consultation, les patients qui en ont marre, qui trouvent qu'ils ne progressent pas et qui vont dire de toute façon c'est le temps, vous avez vu le temps qu'il fait en ce moment. Un fatalisme ou un catastrophisme. C'est ça, l'idée que de toute façon, puisque le temps change tout, eux ne peuvent rien changer, et que du coup ils vont rester coincés dans cette situation, et que si on veut réellement les aider, il faut les aider à en sortir et à développer des outils qu'ils peuvent utiliser pour eux retrouver une forme de contrôle sur la douleur. Eh oui.
Je crois que c'est une belle façon de conclure ce podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. On sait qu'il va être très difficile pour nous, kinés français et soignants français, de faire autre chose que parler de la pluie et du beau temps, vu l'importance de ce sujet dans les discussions que nous pouvons entretenir. Mais on vous encourage à ne plus valider l'hypothèse de ce lien, à aider les personnes en souffrance à identifier peut-être ou à discuter avec eux des autres choses qui changent avec le temps et des choses surtout qu'ils ne font pas plus ou pas assez pour se faire plaisir et pour en ça peut-être lutter un peu contre la douleur. N'hésitez pas à profiter du soleil. Merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt Sur le temps d'un lapin.